그렇죠? Le Président, veuillez vous asseoir. La séance est ouverte. Et nous allons redonner la parole au procureur pour poursuivre son interrogation du témoin. Merci, Monsieur le Président. Alors, deux petites questions par rapport à ce que vous avez dit avant la pause, avant d'aborder un nouveau sujet. Vous aviez dit que, concernant les paysans qui habitaient à Phnom Penh, ils savaient où aller, et ils sont partis, ils ont été évacués vers leur village. Mais concernant les gens qui étaient originaires de Phnom Penh, que devaient-ils faire alors? Où devaient-ils aller s'ils ne savaient pas exactement où aller? Concernant ce sujet, mes connaissances sont d'ordre général. Les gens qui se situaient au niveau des bases étaient censés accueillir des nouveaux venus qui devaient être traités de manière égale et qui devaient pouvoir choisir un village sans discrimination. Monsieur le témoin, vous avez dit être entré à Phnom Penh le 17 avril 1975 en provenance du secteur 15 de la zone spéciale. Combien de temps êtes-vous resté à Phnom Penh après la libération de Phnom Penh? Je suis rentrée le soir même. Je me suis rendue à 9 h du matin et le soir, je suis repartie en moto au secteur 15. Je n'ai pas passé la nuit à Phnom Penh. Quand vous êtes reparti à moto le soir, est-ce qu'il y avait déjà de longues files de personnes qui se dirigeaient vers Udong, qui évacuaient déjà la ville? Oui. J'ai vu beaucoup de files de ce genre. La population à Phnom Penh était très élevée avant sa libération. Les gens ont dû quitter leur domicile et les routes ont été inondées de personnes. Est-ce que les gens qui étaient sur cette route avaient l'air heureux de quitter Phnom Penh? Ou bien est-ce que c'était difficile pour eux de le faire? Les gens qui doivent quitter leur domicile ne sont pas forcément heureux, mais c'était en temps de guerre et les gens n'avaient pas le choix, ils devaient partir. Je voudrais maintenant revenir à vos fonctions comme chargé de propagande et d'endoctrinement. Vous avez dit que vous aviez exercé un certain temps à Siem Reap et qu'ensuite vous avez exercé la même fonction dans le secteur 15 de la zone spéciale et ensuite dans le secteur 32 de la zone ouest où vous étiez
le responsable de la propagande. Est-ce qu'on peut dire que vous avez acquis beaucoup d'expérience dans le domaine de la propagande et de l'endoctrinement des masses? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូន Permettez-moi de préciser que j'étais expérimentée dans la rédaction de textes en fonction de la demande. Je n'avais aucune idée quant à la manière dont ces écrits seraient reçus. Cela dépasse ma compréhension. Mais tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous deviez accomplir vos tâches de propagande auprès de la population pour les convaincre de soutenir le mouvement. J'avais cru comprendre que vous étiez en contact direct avec la population et non pas seulement à travers des écrits. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est le cas. En termes de propagande et d'endoctrinement, il existait un lieu où les gens pouvaient se rassembler. Et après les séances, pendant les pauses, nous faisions connaissance avec ces gens. Lorsque vous accomplissiez vos tâches en tant que responsable pour la propagande, est-ce que vous deviez, durant les sessions, etc., durant vos contacts avec la population, vous deviez toujours respecter les principes, les lignes politiques et stratégiques fondamentales du parti? Il ne s'agissait pas de dire ce qu'on attendait des gens. Ce n'était pas ça la ligne. Les gens étaient censés améliorer la production et pouvoir compter sur leurs propres moyens. Ils devaient aussi faire de l'agriculture pour se nourrir et pour qu'il y ait des récoltes permettant de nourrir d'autres gens, y compris les soldats. Cela faisait partie de la politique, mais je ne me souviens pas des détails, des lignes stratégiques politiques. Est-ce qu'après 1975, vous deviez donc toujours donner des informations vraies aux masses lors des contacts que vous aviez avec ces masses? Est-ce que c'est correct de dire cela? Pourriez-vous répéter la question? Dans l'accomplissement de vos fonctions, il était, je pense, important de ne pas donner de mauvaises informations aux masses et donc de savoir ce que le parti attendait que vous disiez aux masses chaque fois que vous les rencontriez. Est-ce que c'est correct de dire cela?
ឆ្លងតាមអ្នកពំនាំ Il y avait des gens qui devaient relayer les informations à d'autres et je devais suivre ces informations. Je ne devais rien y rajouter et je ne devais rien cacher au peuple. Mon rôle était d'informer correctement les gens. Est-ce qu'il y avait un certain nombre de documents que vous deviez étudier en tant que membre du parti, en tant que cadre du parti, et aussi parce que vous deviez donner un message particulier aux masses? Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de documents que vous aviez à votre disposition comme référence dans le cadre de votre travail dans la propagande? Les documents dont je voudrais vous parler concernaient surtout la production de denrées alimentaires, comment devenir autosuffisant et comment pouvoir compter sur ses propres forces. C'est de cela dont je me souviens et c'était l'essentiel des documents que je devais relayer aux gens. Par ailleurs, je devais savoir former les gens à la production, à l'autosuffisance et à leur maîtrise de soi et l'indépendance. Je devais bien me préparer avant ces formations, sinon les gens n'en tireraient pas beaucoup parce que c'était des gens ordinaires qui avaient des difficultés à comprendre. Vous étiez tout de même un cadre assez important au sein de la zone ouest, en tant que chargé de la propagande dans le secteur 32. En tant que cadre, est-ce que vous avez eu connaissance des statuts du Parti communiste du Kampuchea? Les statuts du parti étaient publiés en interne et n'étaient pas disponibles en externe. On ne citait pas l'ensemble des statuts du parti. Les cadres avaient des niveaux différents. J'étais au courant des statuts, mais j'en avais une connaissance limitée. Je connaissais ce qui me concernait et eux connaissaient ce qui les concernait. Je ne me suis pas occupée des affaires des autres. Surtout, les échelons inférieurs devaient obéir et respecter les échelons supérieurs. Monsieur le Président, je voudrais, avec l'autorisation de la Chambre, montrer aux témoins une version en khmer des statuts du parti, qui est le document E3/130 et aussi D366/7.1.187. Je demanderai également qu'on puisse
le faire afficher à l'écran. Et quand ce sera fait, je pourrai dire à quelle page exactement. Merci, Monsieur le Président. បាទអរគុណប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតមើលឯកសារ D366/7.1.187 Le Président, pourriez-vous répéter les codes des documents? Oui, alors c'est E3/130 ainsi que D366/7.1.187. Je vous remercie, vous pouvez continuer. Est-ce que je peux soumettre alors le document physiquement par l'intermédiaire du huissier d'audience? ខ្ញុំអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារពីតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិ Le Président, l'huissier d'audience, veuillez transmettre le document au témoin. Je vais laisser quelques instants à Monsieur le témoin pour regarder ce document. Si le témoin pouvait regarder spécialement les 30 articles qui comportent ces statuts, à partir de la page 0044-2257 en Khmer. Ces 30 articles sont précédés d'une introduction qui concerne les principes et lignes politiques fondamentales du parti dans la nouvelle ère de la révolution socialiste. Monsieur le témoin, est-ce que tout à l'heure, quand vous avez parlé du fait que vous étiez au courant de l'existence de ces statuts, qu'ils étaient publiés en interne et que vous aviez eu accès à certaines parties de ces statuts, est-ce que vous reconnaissez le document qui vous a été présenté comme constituant les statuts du parti?បាទជារូបភាពនិងក្លឹប Oui. Le contenu des statuts, d'après mes souvenirs, lorsque je faisais les formations, était effectivement celui-ci. Il s'agit bien des statuts du PCK. Néanmoins, je n'en ai fait qu'une lecture très rapide et je ne comprends pas son contenu au complet. Nous allons, si vous le voulez bien, examiner quelques points que vous aurez alors le temps de lire plus avant. Il y a tout d'abord, à la page en Khmer, 0044 22 53 jusqu'à 54. Il s'agit là du point 2 qui figure sur cette page.
En français, 00 29 29 16 et en anglais 00 18 40 24. Il s'agit d'une page où figure le titre « Principes et lignes politiques fondamentales du parti dans la nouvelle ère de la révolution socialiste et de construction du socialisme ». Alors, à la fin du point 2, sur cette page, il est dit « Le parti représente l'intérêt de la classe ouvrière et paysanne et également celui de la nation khmer tout entière. » Fin de citation. S'il n'y avait, selon le parti, que des ouvriers et des paysans, quelle place était donnée aux personnes qu'on considérait sous le régime comme des capitalistes, des bourgeois, des féodaux, des propriétaires terriens ou des impérialistes? Est-ce que ces personnes-là pouvaient rentrer dans le parti? Je voudrais répondre à votre question sur la base de mes connaissances. Je vois bien que ce texte est celui que nous utilisions pour former les gens, mais je ne suis pas au courant des autres aspects ou des aspects que vous avez mentionnés. Dans nos séances de formation, nous parlions des forces nationales. Nous avons été rejoints, entre autres, par la monarchie, par le roi. J'en étais satisfait. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi un tel document a été rédigé de cette manière. Je ne comprends pas. D'accord. Alors, sur le point 3, exactement à la même page, je crois dans toutes les langues, il est dit ceci. Dans ce contexte stratégique, le Parti communiste du Kampuchéa doit défendre les résultats de la révolution, défendre le pays correctement, ainsi que les travaux de l'édification du pays correctement. Donc c'est à la fin c'est au deuxième paragraphe, en dessous du point 3. Alors, il y a ici deux principes qui ont été énoncés dans les statuts. Défendre la révolution d'une part, et le pays, et édifier le pays. Alors, tout d'abord, savez-vous contre qui il fallait défendre le pays et la révolution? Qui constituait une menace pour la révolution? Je maintiens ce que j'avais compris des principes de base, c'est-à-dire
s'attaquer aux impérialistes, faire avancer les conditions de vie de notre peuple et protéger notre souveraineté. C'est tout ce que j'en avais compris. Rien de plus. Est-ce que, alors s'agissant de cette défense toujours de la Révolution, est-ce qu'il y avait des ennemis extérieurs ou des ennemis intérieurs également? Parce que là, vous parlez d'impérialistes, est-ce que c'était des forces extérieures ou c'était également des forces qui pouvaient se cacher au sein du parti et au sein du pays? Voilà. Les forces dont je viens de parler étaient les forces de lutte qui se sont unies dans ce combat. Il s'agissait des forces de l'ONOL et des Américains. C'est tout ce que j'en avais compris. Je ne sais pas ce qui s'est produit par la suite à part cela. Alors, on va aller plus loin au point 6, toujours sous le même titre. Et en Khmer, c'est la page qui suit, 0044 22 55. En français, 00 29 29 17. Et en anglais, 00 18 40 25. Donc c'est le point 6 et c'est le deuxième paragraphe dans ce point 6 que je vais lire. Il est dit ceci. Le parti doit protéger la révolution au maximum de toute action, des stratagèmes des ennemis, de manière directe, indirecte, ouverte et secrète, visant à détruire le parti par tous les moyens. Tous les organes Ankar et les membres du parti doivent être bons, propres, purs, en politique, en mentalité et en commandement, en permanence, à travers leur biographie propre, pure, tout le long, continuellement. Fin de citation. Et si vous remontez un tout petit peu plus haut dans le premier paragraphe de ce point 6, il est dit « Le parti a été créé suivant le principe du centralisme démocratique ». Il est dit ensuite « Le parti a une discipline sévère, unique ». Et un peu plus loin « Le parti lutte absolument contre l'abus de la discipline Ankar ». Alors, première question. Est-ce que vous aussi, vous parliez de cette discipline du parti aux masses lorsque vous les endoctriniez ou lorsque vous essayez de les convaincre de soutenir le mouvement révolutionnaire et de soutenir le parti? Comme Charlie. S'agissant de cette question, cela a trait aux affaires internes du parti et aux affaires concernant les masses populaires. Donc, comme je l'ai dit, tout d'abord, cela concerne les affaires internes du parti. Je n'étais pas autorisée à savoir comment le parti était géré, car mon échelon était trop inférieur.
Deuxièmement, il y avait deux façons de traiter les informations, pour le parti en interne et pour les masses populaires. À destination des masses populaires, il fallait réécrire ces propos pour s'assurer que les gens puissent les comprendre. En relayant ces textes et ces propos aux masses, nous devions faire très attention de les simplifier pour faciliter leur compréhension. Et que disiez-vous alors aux masses concernant la discipline qui devait être observée? En quoi consistait cette discipline? La discipline que nous inculquions auprès des masses consistait à dire que les gens devaient être ponctuels et respecter les horaires de travail. Il fallait faire preuve d'économie et il fallait s'efforcer de produire un excédent. Il fallait donc subvenir à ses propres besoins, mais aussi produire un surplus qui pouvait être envoyé au front. Est-ce qu'au niveau de la moralité, est-ce que les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient? Ou bien y avait-il aussi des directives qui étaient données au niveau des conduites morales des gens, soit qui étaient membres du parti, soit des masses? Pourriez-vous préciser votre question? Vous parlez de morale, mais qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Je n'ai pas bien compris la question. Oui, la question était de savoir, dans le cadre de la discipline qu'il fallait respecter, est-ce qu'il fallait avoir une bonne conduite morale ou était-il autorisé d'en avoir une qui pouvait être considérée comme moins bonne? Dans ce contexte, la conduite morale voulait que les gens s'abstiennent de courir les jupons ou de voler les biens d'autrui. En cas de problème, il fallait faire rapport aux autorités compétentes. Et si quelqu'un commettait une faute envers le peuple, il devait présenter des excuses. Il fallait demander au peuple l'autorisation d'utiliser ne fût-ce qu'un piment. On pouvait voler ne fût-ce qu'un piment. À l'époque, il n'y avait pas de billets de banque. Il fallait donc demander au peuple si l'on voulait quelque chose. C'était cela, la conduite morale qui était exigée. Mais dans la réalité, cela variait d'une personne à l'autre. D'accord. Alors, toujours dans le cadre de cette discipline, est-ce que, par exemple, assister à des réunions de cellules était obligatoire, et notamment les réunions quotidiennes et les assemblées? Est-ce qu'il était obligatoire pour les membres d'assister aux réunions de leur cellule?
ពេលវេលា En général, les réunions avaient lieu à certains intervalles. Si quelqu'un était occupé pour une raison particulière, il n'était pas obligé d'assister à la réunion. Par exemple, si la personne devait s'occuper de son épouse qui devait accoucher, dans ce cas-là, la personne ne devait pas assister à la réunion. Concernant l'application de la discipline, je ne peux pas dire si les gens respectaient la discipline à 100%. Dans l'extrait que j'ai lu, on parle aussi de biographie propre, pure, tout le long, continuellement. Qui était considéré sous le régime du Kampuchea démocratique comme ayant une biographie pure? De quoi parlait-on quand on parlait de biographie pure? ខ្ញុំសូមឆ្លើយនេះឆ្លើយតាមការយល់ J'ai répondu à cette question en m'appuyant uniquement sur la façon dont je vois les choses. Je ne suis pas sûr d'être absolument exact, mais je pense que lorsqu'on parle de pureté, cela veut dire qu'il ne faut pas avoir commis de faute. En outre, si l'on recevait des instructions de la part des supérieurs, il fallait respecter ces instructions et les diffuser auprès des personnes qui nous étaient subordonnées. Et enfin, concernant la gestion des biens, la distribution des denrées alimentaires et autres denrées à l'intention des masses, il fallait être efficace et agir de façon adéquate. C'est cela qu'on entendait par pureté. Est-ce que, quand on parle de biographie pure et propre, est-ce que cela peut avoir également est-ce que cela peut vouloir dire également que la personne vienne d'une certaine classe sociale dans le milieu paysan, par exemple? Est-ce que cela a à voir avec la pureté de la biographie de provenir de tel ou tel endroit et d'avoir, par exemple, des parents qui seraient paysans? សូមឆ្លើយប្រវត្តិសាស្ត្រសមដោយខ្ញុំបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងក៏មកថា Comme je l'ai dit, une biographie pure, cela voulait dire que l'on ne devait pas avoir volé. Ça, c'était un critère de pureté. Deuxièmement, il ne fallait pas exploiter autrui ou profiter des autres, ni de leurs biens. Ensuite, il fallait éviter l'abus d'alcool et s'abstenir de toute conduite immorale. Si quelqu'un avait évité ce genre de faute, cette personne était considérée comme ayant une biographie pure. Concernant les masses, il y avait des cellules du parti qui étaient chargées de contrôler la biographie des membres. Merci. J'en viens maintenant à deux derniers articles. Le premier, c'est l'article 1. Sous le chapitre 1, membres du parti,
Alors, c'est la page en Khmer 00442257. En français 00292919 et en anglais 00184027. Je vais vous laisser le temps de trouver le passage qui nous intéresse. Il s'agit dans l'article 1 du premier titre qui s'appelle « Première condition ». Donc l'article 1 a trait aux qualifications d'admission au parti. Première condition, et je vais prendre le point B et C, les points B et C. Alors le point B, le statut dit ceci, doit être issu d'une bonne classe, de la classe originelle, et en particulier de la classe ouvrière du parti, à l'intérieur de laquelle on s'est efforcé de s'édifier au fur et à mesure au sein du mouvement révolutionnaire sous la direction du parti. Alors j'en reviens encore à cette question, qu'est-ce qu'une bonne classe et qu'est-ce que la classe originelle selon le parti? Encore une fois, je vais répondre en m'appuyant sur la façon dont j'ai compris les choses. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, surtout pour ce qui concerne cette partie des statuts. Lorsqu'on parle de bonne appartenance de classe, cela veut dire que la classe en question ne doit posséder aucune propriété privée, deuxièmement, cela veut dire que cette classe doit avoir des antécédents positifs et doit avoir travaillé avec nous. Alors le point C dit ceci, doit posséder une conduite morale, bonne, propre, en politique, et sans rapport aucun avec les ennemis. Alors la question est la suivante, est-ce qu'avoir des rapports avec... Ah, peut-être je vais trop vite. Donc c'est toujours sur la même page, c'est le point qui suit, le point C. Donc est-ce qu'avoir des rapports avec des ennemis pouvait changer une biographie pure ou une bonne conduite morale en une biographie impure ou une mauvaise conduite morale? Il y avait deux critères pour définir ce qu'était une biographie pure. Premièrement, il fallait avoir eu des antécédents positifs. Deuxièmement, il se pouvait qu'une personne donnée ait eu une biographie douteuse, mais ait commencé à bien agir après avoir rallié le mouvement. Ces gens-là étaient considérés comme ayant une biographie pure. D'accord, alors dernier extrait, c'est dans l'article 2 des statuts, qui s'appelle « Devoir du membre du parti ». Il y a une section 2 qui s'appelle « Obligation interne ».
Et je vais lire le point E qui se trouve à la page en Khmer 0044 22 61. En français 0029 29 22 et en anglais 0018 40 32. Donc c'est le point E qui parle du secret du parti. Et il est dit ceci, dans les obligations internes toujours, point E, s'efforcer de garder le secret du parti, absolument, avec une vigilance révolutionnaire, haute, en permanence. Est-ce qu'en tant que membre du parti, et même en tant que cadre du parti, vous avez-on formé et vous avez-on expliqué que vous aviez absolument le devoir de garder le secret du parti? Somme chalai. Kolka rasa. Le principe du maintien du secret est consacré dans ce statut. Dans nos contacts avec les masses, nous devions également respecter ce principe du secret. À cette époque, chacun devait s'occuper de ses affaires. Nous étions responsables de la propagande et du prosélytisme. C'était nos fonctions et nous ne pouvions dépasser ce cadre. Est-ce qu'il n'y a jamais eu, monsieur le témoin, des situations où vous avez eu peur, en quelque sorte, de violer ce devoir de secret absolu? Est-ce que les membres du parti avaient cette peur de dire quelque chose qui ne serait pas en réalité public, mais qui relevait du secret absolu?បាទធម្មតាហ្នឹងបាទគឺយើងមានតួនាទីហើយយើងមានក្របខ័ណ្ឌដូច្នេះបើយើងមានតួនាទីកម្រិតណា Oui, c'était une situation normale. Nous devions nous occuper des tâches qui nous avaient été confiées. Nous ne pouvions pas enfreindre la règle du secret et outrepasser notre rôle. Est-ce que ce devoir de secret absolu était tellement fort, tellement ancré dans la philosophie Khmer Rouge que même aujourd'hui, c'est encore difficile pour vous de ne pas faire en sorte de le conserver? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez encore quelque part lié par ce secret absolu? À ce jour, je n'ai subi aucune pression parce que je me suis déjà rallié au gouvernement royal.
Je me suis aussi rallié au Parti du peuple cambodgien et donc je ne ressens plus aucune pression. Je pense donc pouvoir dire que je suis plus libre aujourd'hui. Je vais maintenant aborder une question concernant les réunions auxquelles vous avez participé dans la zone ouest, et d'abord au niveau local, dans le secteur 15 et ensuite le secteur 32. Quelle était votre cellule à vous, sachant que des réunions de cellules devaient se tenir? Comment s'appelait votre cellule et où était-elle située? Menti ដែលខ្ញុំចូលរួមម្ដងម្កាលជាមួយនឹងការប្រជុំបើកទលេហ្នឹងដោយខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺគេហៅ Les réunions vertes avaient lieu à Chamkardom, comme je l'ai déjà dit. Quant aux réunions des cellules auxquelles j'ai participé, elles avaient lieu près de la montagne Chamrech, le long de la rivière. Et votre cellule, est-ce que ça regroupait, disons, une entité géographique ou bien c'était la cellule de la propagande et de l'endoctrinement? La cellule dans laquelle je travaillais n'était pas solidement établie. Nous venions de sortir de la guerre. Pendant la guerre, nous n'avions qu'une petite cabane. Dont le toit était fait de branchages. À la fin de la guerre, nous n'avions pas d'assises fermement établies. Nous avions certes un toit de tôle, mais il n'y avait aucune pancarte à proximité de la cabane. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez participé régulièrement à des réunions de critique et autocritique, ou ce qu'on pourrait appeler des réunions d'introspection? Et si oui, à quel niveau avez-vous participé à ce type de réunion? Est-ce que c'était à la cellule ou plus haut que cela? Les réunions de critique et d'autocritique avaient lieu au sein de chaque cellule. Elles étaient organisées pour que les membres puissent passer en revue leur comportement et déterminer les choses à améliorer. Au cours des réunions, ceux qui écoutaient faisaient des commentaires constructifs et en tenant compte, nous pouvions nous améliorer. Chacun devait décider de quelle façon tenir compte des commentaires faits par les autres. Est-ce que ces réunions faisaient l'objet de comptes rendus? Est-ce que ces comptes rendus étaient transmis à l'échelon immédiatement supérieur?
បាទអាហ្នឹងគេធ្វើបាទប្រធានហ្នឹងគេ Le début de la réponse était inaudible, malheureusement, pour la cabine française. Le président faisait rapport en disant, par exemple, tel membre a dit qu'il ferait mieux dans ce domaine. Est-ce que vous pourriez répéter la première partie de votre réponse parce qu'on n'a pas reçu l'interprétation? Donc, ce qu'on a entendu, c'est que le président de réunion faisait rapport sur ce que les gens avaient dit lors de la réunion. Mais est-ce que vous avez dit autre chose que j'ai raté avant cela? Ce que vous avez entendu est exact. Le président de la réunion établissait un compte-rendu de la réunion. Y étaient recensés les points faibles et les points forts des différents membres. Et l'on pointait également les problèmes qui faisaient entrave aux résultats obtenus. Les commentaires faits par les autres étaient résumés et le rapport était communiqué aux autorités supérieures. Est-ce que c'était des réunions, ces réunions de critique et d'autocritique, est-ce que c'était des réunions qui étaient parfois redoutées par les participants du fait qu'ils devaient se faire critiquer par les autres? C'était une question de discipline. Si nous étions zélés et patriotiques envers la nation et le peuple, c'était ce que nous devions faire. Dans votre question, vous avez parlé de la peur. En général, les gens avaient peur. Si les gens avaient des points faibles, ils étaient inquiets. Un point faible pouvait être signalé et du coup l'intéressé avait peur et il était inquiet. C'était plus de l'inquiétude que réellement de la peur. Les gens craignaient avoir commis une faute. Est-ce qu'il vous est arrivé, monsieur le témoin, d'être inquiet lorsque vous aviez travaillé dans la zone ouest, notamment du fait des critiques qui étaient émises contre vous à l'occasion? Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers où vous avez eu cette crainte qui s'est manifestée? Je ne suis jamais allé dans la zone ouest, je suis resté dans le secteur 15. J'étais inquiet par rapport au plan que nous devions mettre en œuvre. J'avais peur que nous ne puissions pas les appliquer. Je devais faire en sorte que les gens puissent cultiver du riz et avoir suffisamment de riz pour nourrir la population. Est-ce que, monsieur le témoin, vous avez aussi participé à des réunions de biographie
soit au sein de la cellule ou au sein du secteur 32. Veuillez répéter votre question. Est-ce que vous auriez participé soit dans la cellule ou au sein du secteur 15 ou du secteur 32 par la suite à des réunions de biographie, c'est-à-dire des réunions où on vous aurait demandé de rédiger votre biographie à chacun? Oui, c'est le cas. En ce qui me concerne, je devais rendre compte aux cellules concernant mes actions et j'ai effectivement participé à ce genre de réunion. D'autres personnes rendaient également compte du contexte historique lors des séances. Le président, merci. Le procureur, nous arrivons au moment idoine de lever l'audience. Cette audience reprendra demain matin à 9 h. Nous continuerons à entendre le témoin Nikon et les questions du procureur. Monsieur Nikon, votre déposition n'est pas encore terminée. La Chambre souhaite continuer à vous entendre demain. L'avocat du témoin Nikon est invité à assister à l'audience demain et les journées suivantes si sa présence est nécessaire. Je demande à l'huissier d'audience d'aider le témoin à travailler avec et à recevoir l'aide de la section d'appui. Le personnel de sécurité, veuillez ramener les accusés au centre de détention et les raccompagner au prétoire demain à 9 h. Concernant M. Ying Sari, s'il souhaite continuer à renoncer à son droit à être présent et s'il souhaite continuer à assister à l'audience depuis sa cellule temporaire, cela pourra se faire demain à condition que la Chambre reçoive le document écrit et dans ce cas, il sera conduit à la cellule temporaire. L'audience est levée.